Bonjour à tous, les millennials. C'est un sujet important, un mot à la mode. Mais finalement, comment les millennials aujourd'hui envisagent leur vie, et notamment dans le digital, dans les prochaines années? Alors j'ai invité pour en parler Stéphanie Marty, vous êtes directrice développement du Bureau France de Research Now SSI. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, ainsi que votre activité. Bonjour, je vous remercie. Donc Research Now et SSI sont des sociétés qui se sont réunies récemment, puisque la fusion a été annoncée en fin d'année 2017. En fait, ces deux sociétés ont la même activité. En fait, on est spécialisé dans les sondages, les études d'opinion, et en particulier, on est plus spécialisé sur les panels online. Donc aujourd'hui, on a été créé il y a un peu plus de 20 ans. On couvre 45 pays environ et on a 20 millions de panélistes dans les panels de Research Now et SSI réunis. Impressionnant. Alors justement, vous venez de réaliser une étude sur les millennials et surtout la façon dont ils se projettent dans l'avenir, en 2037 d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Pourquoi cette étude et puis dans quel contexte ? En fait, l'étude, elle a été réalisée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait des enjeux, il y a un enjeu économique autour des millennials. Donc les millennials, pour rappel, ce sont les 18-34 ans. Et ces 18-34 ans, depuis 2015, sont plus nombreux que la génération précédente, donc des 35-50, ceux qu'on appelle les X, la génération X, versus en fait la génération Y et Z, que sont les 18-34 ans. Donc d'abord, il y a un poids économique qui explique que les marques soient totalement fascinées aussi par cette génération. La deuxième raison qui nous a motivés à réaliser l'étude, c'est aussi le fait que ces jeunes sont donc nés dans un univers totalement numérique ou digital. On les a même appelés des digital natives. Donc on pense, il y a de fortes chances en tous les cas pour qu'ils cristallisent des vraies ruptures dans le mode de consommation, dans leurs usages. Donc les marques s'y intéressent pour connaître les investissements qui vont être à mettre en place dès maintenant. Et puis enfin, le troisième point, c'est que depuis 2013, on a eu de multiples études, de multiples articles sur les millennials, et il nous a semblé qu'en fait, les résultats démontraient plutôt que la population était relativement homogène. Et puis, il nous a semblé aussi que les conclusions étaient parfois un peu caricaturales, et il nous les transformait en étant quasiment un peu des extraterrestres qui auraient énormément changé. Et d'ailleurs, le Gorafi cet été s'en est amusé puisqu'il a annoncé que, selon certaines études, ces chers millennials verraient la nuit et respiraient sous l'eau. Donc bien sûr, c'était une blague, mais malgré tout, ça démontrait bien qu'on était peut-être en train d'arriver à une forme d'absurdité sur le fait de dire qu'il y avait une rupture radicale avec cette génération. Donc on s'est interrogé et on s'est dit qu'avec nos panels, on aurait peut-être c'était une bonne chance, en tous les cas, une opportunité de donner notre point de vue sur ce qu'étaient ces millennials et quelle était la réalité de leur perception, de leurs usages et de leur vision. Donc un poids économique et puis évidemment beaucoup d'idées reçues qui circulent sur les millennials. Tout à fait. Du coup, dans cette étude, quelle méthode avez-vous suivi pour réaliser cette étude? Oui, donc en fait en premier déjà, on a eu un parti pris, on s'est dit que justement pour tendre vers un décryptage plus pertinent, il fallait qu'on focus plus sur la génération Z, c'est-à-dire donc ces 18-21, qui par définition pouvaient être beaucoup plus homogènes. Parce que finalement, dans les 18-34, on a à la fois des étudiants célibataires, mais à 34 ans, on peut être marié, en CDI, avoir des enfants. Donc une réalité de vie pas du tout la même, des préoccupations différentes. Donc on s'est focalisé sur les 18-21. La deuxième chose en termes de méthode, c'est qu'on l'a réalisé online, puisque nos panels sont online. On les a sourcés, c'est-à-dire qu'on a été les recruter à la fois dans notre panel, mais aussi sur des réseaux sociaux, parce qu'ils sont quand même aussi relativement difficiles en termes d'études aujourd'hui. Pour les faire participer, c'est pas forcément aussi évident que ça, puisqu'ils sont particulièrement mobiles, par exemple. Et en France, vous les avez réalisés ou de façon internationale? Oui, alors justement, c'était international. On a couvert 7 pays. On a couvert la France, on a couvert l'Allemagne, le UK, et puis on a fait le Canada, l'Australie et les États-Unis. Très bien, donc au total, combien de personnes ont été interrogées? Eh bien, plus de 1000 par pays. C'était la base pour nous pour avoir une référence solide. Et donc, en fait, on doit être, je crois qu'on est à 7100 à peu près, globalement, sur le nombre de répondants.
Alors j'imagine que cette étude est particulièrement riche, mais finalement, si vous aviez 3 enseignements ou 3 idées que vous retenez de cette étude, ce seraient lesquelles? Alors la première, c'est très clairement, ils sont hyper connectés et ça confirme bien tout ce qu'on pense d'eux. Ils sont dans une vie immergée dans le digital. Les indicateurs qu'on a sur ce point-là, c'est que notamment quand on regarde ce qu'ils fréquentent ou ce qu'ils consultent, on a YouTube qui est utilisé par 89% d'entre eux plus d'une fois par jour. Et d'ailleurs, quand on regarde la moyenne déclarée, on est à 12 fois par jour, donc c'est extrêmement intense. En deuxième, on va avoir Snapchat. Snapchat, c'est autour de 74% d'entre eux, donc ça reste très fort, avec là aussi une moyenne élevée, puisqu'on est à 11 fois par jour en moyenne. Ensuite, et ça c'est peut-être plus étonnant pour nous parce qu'on pensait que Facebook allait être plus haut, mais en fait Facebook sur les 18-21, nous on trouve plutôt quelque chose autour de 70%. Et ça irait plutôt confirmer d'ailleurs qu'avec un YouTube en premier, ça montre bien que la vidéo est passée très nettement au premier plan pour cette génération. Et ça, c'est dans les dernières tendances, puisque récemment, on intervenait avec Melty notamment, qui confirme auprès des jeunes avoir observé la même tendance de la montée de la vidéo dans les 12 derniers mois. Autre indicateur aussi de leur consommation, ce sont leurs préoccupations. On leur a demandé quand ils se lèvent le matin à quoi ils pensent, qu'est-ce qui les tracasse. Donc on a eu une liste, en fait, on leur a soumis une liste d'une vingtaine d'affirmations. Et en fait, ils sont 78% à dire que ce qui les tracasse en se levant le matin, ça va être tout ce qui va concerner finalement leur connexion. Donc tout ce qui a rapport à leur smartphone, donc typiquement, on va avoir un souci sur le piratage, un souci sur le fait de ne plus avoir de batterie ou de partir avec une batterie qui n'est pas totalement chargée non plus, d'avoir tout ce qui va tourner sur la connexion et le piratage de leurs données sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc on voit bien que c'est une préoccupation un peu de tous les jours quand même et que la connexion est quasi permanente. En fait, ils vivent avec ce digital autour d'eux. Moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais ils y passent combien de temps par jour ? Alors malheureusement, effectivement c'est une bonne question, on n'a pas la réponse de façon directe dans l'étude parce qu'on ne l'a pas mesuré véritablement. En revanche, ce qu'on leur a demandé, c'est quand ils utilisent leur smartphone, la façon dont ils répartissent leurs activités. Donc même chose, on leur a soumis des possibilités et ce qu'ils répondent, c'est 30% de leur temps sur leur smartphone, et je pense que le smartphone ne les quitte quasiment pas, est utilisé pour les réseaux sociaux. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans la hiérarchie, en deuxième, c'est tout ce qui est texto, le texting, est-ce qu'il peut le dire en anglais, ça c'est 20%. C'est SMS, MMS. Voilà, tout ce qui va être texte. Ensuite, on voit arriver les jeux à 15%, la musique aussi à 15%. Et puis, il reste ensuite, on leur a posé des questions, on leur a soumis aussi comme type de loisirs sur le smartphone, est-ce qu'ils achètent déjà? Donc ça, c'est que 5%. Et puis, il reste un temps, c'est la discussion. Et là, ils mettent 10%. Donc on voit bien que l'écrit, et ça c'est aussi intéressant pour plus nos générations, si je peux me permettre, mais c'est ils sont beaucoup plus dans l'écriture qu'ils ne sont dans la parole. Et ça c'est aussi ce qu'on peut voir autour de nous. Et là c'est bien reflété par l'étude. Ils passent finalement plus de temps, en tous les cas, à écrire des mots qu'à dialoguer en fait avec leur smartphone. Je rappelle qu'on parle bien des 18-21 ans. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, premier enseignement, ok. Deuxième enseignement? Alors, deuxième enseignement, pour contrebalancer un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'ils sont bien dans cette immersion digitale, ils sont hyper connectés, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils ont refusé le monde réel et au contraire, ils ne veulent pas du tout s'en détacher. Donc ça, c'est intéressant, c'est plus finalement, ils se sont enrichis du digital, mais c'est pas pour ça qu'ils abandonnent le monde physique. Alors, quelques éléments, en fait, on a d'une part l'achat. Alors l'achat aujourd'hui, est-ce que c'est en magasin physique ou en online? Et ce que l'on voit, c'est que le 67% d'entre eux, et d'ailleurs c'est plutôt plus féminin parce que les femmes sont à 72%, a déclaré qu'elles préfèrent acheter en magasin physique. Et la raison, c'est pour voir, pour toucher, donc on est dans l'expérience produit qui est donc dans le monde réel. Et ça, c'est préféré. Alors en même temps, c'est pas... Une dimension multicanale en fait. Hein. Essentiellement exactement, parce que finalement, dans ces 67%, 54% de cette population qui déclare préférer acheter online déclare aussi qu'elle aime acheter online.
qui déclare acheter en physique, en fait, a aussi un plaisir à acheter online. Donc on voit bien qu'il y a une mixité et qu'ils se servent vraiment des deux. Voilà, donc après comme élément sur les aspects physiques et pourquoi ils apprécient aussi le monde physique, on voit que dans les préoccupations, parce qu'on leur a demandé par exemple ce qu'ils font le soir, quels sont leurs loisirs en fin de journée. Et ils répondent pour une large partie qu'ils préfèrent rester chez eux. Alors 67% disent regarder la télé, des séries, notamment sur Netflix. Et puis une autre répond, toujours dans les mêmes proportions, faire des jeux de vidéo. Alors ça, c'est d'ailleurs plus féminin de regarder des séries et la télévision. Ah oui. Alors ça peut être motivé par deux choses. C'est-à-dire que ça peut être à la fois une nouvelle génération, et on lit un certain nombre de tendances d'ailleurs sur ce point-là, c'est-à-dire qu'ils aiment rester à la maison et finalement une pizza, la télé, les copains, c'est finalement assez sympathique. Mais on sait aussi qu'il y a un souci du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'INSEE très clairement dit que cette population a un pouvoir d'achat nettement moindre que 20 ans plus tôt la même génération. Donc il y a bien un souci économique qui fait aussi que l'on fait attention à ses dépenses. Donc on peut penser que rester chez soi et recevoir ses copains pour jouer aux jeux vidéo, ça coûte moins cher que de sortir. Ouais. Bon. Alors en même temps, c'est tout gratuit aussi, hein, quelque part. Tout à fait. Donc, alors après, c'est pas monolithique. S'ils apprécient rester chez eux, il y a quand même une quarantaine de pourcents qui dit « Ah ben oui, mais moi j'aime aussi aller dans des bars, aller à des concerts, des festivals. » Donc ça dépend peut-être de la saison, ça dépend des moments, est-ce que c'est en semaine, en week-end. Enfin, c'est pas non plus, on peut pas dire qu'ils ne font que rester chez eux. Ça, ce serait pas vrai. Mais c'est intéressant de voir qu'en tous les cas, dans les loisirs, ils ne font pas que sortir, au contraire. Le magasin n'est pas mort, mais vous avez des échos de certains magasins sur ce type d'études? Alors il y a un exemple, aujourd'hui c'est Kiabi qui a travaillé sur l'association véritablement du digital et des magasins, et ça a permis, en associant vraiment les équipes et de faire un vrai travail synergique entre les deux grands canaux, de réussir finalement à retrouver une croissance sur les deux canaux, c'est-à-dire à la fois le online, alors que Kiabi avait commencé à avoir des difficultés, et ils se sont vraiment rendus compte que ça pouvait être véritablement synergique de travailler les deux ensemble avec les équipes. Et il me semble, mais là moi j'ai pas de plus d'informations, mais il me semble que ça a été la même chose sur la Fnac.com et les magasins Fnac, où dans un premier temps les magasins Fnac recevaient assez mal le fait qu'on dise qu'on avait acheté sur Fnac.com, et puis finalement on a bien vu que dans les années il y a eu une meilleure entente et une cohabitation entre les deux, et c'est plutôt devenu une force. Donc je pense aussi qu'il y a eu une intelligence en tous les cas sur l'association des deux. Par rapport à... Mais dans cette génération, vous avez aussi constaté des gens qui sont réfractaires parmi cette population au digital? Alors, bonne question aussi, mais malheureusement, on n'a pas forcément mesuré ce point-là, donc on n'a pas de chiffres. En revanche, par rapport à ce que l'on sait, nous, des résultats que l'on a, je pense que forcément, il y a des réfractaires. Il y a toujours dans une population des irréductibles et qui ne font pas partie de cette grande majorité. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'elle est relativement mineure, parce que quand on a des taux à 89% de YouTube au moins une fois par jour, on peut se dire, voilà, et où est la frontière aussi? Est-ce qu'on est digital quand on regarde le YouTube, ou est-ce qu'il faut être connecté aux réseaux sociaux? Enfin, voilà, après, il faut voir aussi comment on définit quelqu'un qui serait réfractaire à quoi. Est-ce que c'est digital dans son ensemble? Est-ce que c'est de regarder des vidéos ou de participer à des discussions sur Internet? Ça mériterait sûrement d'être après défini. En tout cas, on ne l'exclut pas. Non, tout à fait. Je pense qu'il y en a, et il y en a forcément. Ouais. D'accord. Et en troisième point? Alors, troisième point, ça nous avait aussi amusé de dire que, à force de dire qu'il y avait des fractures générationnelles, est-ce que cette jeunesse, elle est frivole et irresponsable? Donc, ça nous amusait aussi d'aller rechercher sur cet élément-là, est-ce qu'ils le sont? Et ce que l'on voit, c'est qu'ils ils sont plutôt relativement sages et responsables, et c'est plutôt rassurant. C'est que, d'une part, quand on lorsqu'on leur soumettait leurs préoccupations du matin, il y avait des thèmes sur payer ses factures. Et en fait, on a vu qu'il y avait 74% d'entre eux qui disent ça me préoccupe de payer mes factures. Alors,
Est-ce qu'entre 18 et 21 ans, on en a beaucoup? Peut-être pas. Mais en tous les cas, on a un vrai... on retrouve les aspects économiques. C'est-à-dire qu'il y a certainement, oui, des vraies préoccupations à gérer, son pouvoir d'achat, son panier. Et même chose, on sait aussi que c'est plutôt une population qui a tendance à être un peu endettée, parce qu'elle a tendance à surconsommer par rapport à ce qu'elle a. Donc ça, c'est l'INSEE. Donc là, on voit bien que ça les préoccupe et que gérer son budget, c'est peut-être pas évident. Donc, responsable parce qu'ils déclarent le faire et s'en soucier. Même chose, quand on leur avait demandé pour le soir, ce qu'ils faisaient le soir, eh bien, il y avait une phrase sur est-ce qu'on préfère économiser plutôt que de sortir. On en a 35% qui disent je préfère économiser plutôt que de sortir et plutôt me faire une grande sortie plutôt que dépenser un peu plus, un peu tous les jours et puis pas avoir d'argent au final. Donc, ils sont plutôt raisonnables. Moi, je les trouve très sages. Ouais. Je les trouve très très sages. Et puis sur aussi leur schéma de vie. On disait quand ils se projettent, comment se voient-ils? Donc on leur a demandé de se projeter à 10 ans. Et en fait, là, ils se voient en famille. Ils ne se voient pas célibataires, en tous les cas pas la majorité. Donc là, ils sont 45% à se voir en famille. Ils se voient aussi en famille plutôt mariés avec des enfants, pour 54%, donc c'est quand même aussi intéressant. On retrouve des schémas classiques quand même. Tout à fait, ils sont assez traditionnels. Ils disent aussi qu'en termes de schéma professionnel, ce qui les préoccupe, c'est toute une partie dit travailler dans une entreprise établie, donc on voit que là, ils recherchent une sécurité financière, et là, on doit être à un peu plus d'un tiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les tendances qu'on peut lire et qui sont peut-être un peu trop exacerbées dans ce qu'on peut lire, mais là, on voit bien que 50% disent, on est à 47 ou 50%, qui disent dans 10 ans, j'aurai monté ma société, je serai encore dedans, ou alors je serai dans une start-up. Et ça, c'est bien l'esprit entrepreneurial qu'on peut voir par ailleurs notamment, il y a un observatoire des pratiques managériales qui disait qu'en 10 ans, il y a eu plus de 200% d'entrepreneurs en France. Donc, il y a vraiment une vraie tendance de fond. Ouais, maintenant, dire qu'ils le sont tous, c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut pas non plus trop forcer le trait et être caricatural, mais on voit bien que l'audace et le fait de monter sa propre entreprise répond quand même bien à un schéma de la nouvelle génération. En somme, une étude assez passionnante qui bouscule finalement pas mal d'idées reçues. Oui. Vraiment. Dont on n'imaginait pas que finalement cette génération retourne des schémas classiques. Finalement, l'homme reste homme ou la femme reste femme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on a beaucoup parlé au travers de ce que vous avez dit d'entreprise, mais qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises qui ciblent les millennials comme stratégie à adopter? Alors, après, si je peux me permettre, parce que c'est toujours un peu délicat, on n'a pas les contraintes de l'entreprise, donc on peut dire à travers l'étude, en tous les cas, ce qui ressort. Tout d'abord, il y a une idée de multicanal, c'est-à-dire que la multicanalité, qui semblerait être un nouveau mot, mais a du sens, c'est-à-dire que notamment, ce dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, mais sur les aspects physiques, sur la publicité notamment, quand ils disent, moi comme canal, je préfère les réseaux sociaux, alors c'est 55%, ensuite on a la vidéo, qui confirme bien qu'ils apprécient de plus en plus, ensuite on a les SMS, qui peut d'ailleurs être assez français et caractéristique de la France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent aussi, par exemple, la publicité à l'extérieur. Alors, la publicité à l'extérieur, c'est assez vaste. On pourrait penser à l'affichage, mais eux, ils pensent certainement street marketing. Et donc là, on voit que le physique se mêle et doit vivre et cohabiter avec finalement le monde plus virtuel. Street marketing, c'est-à-dire les prospectus qu'on distribue dans la rue? Oui, je pense que c'est large, mais c'est vrai que pour en avoir parlé avec certains, je pense qu'eux voient plus facilement ce type de publicité. Quand on dit publicité extérieure, ça a l'air de plus résonner qu'un affichage qui pour eux est peut-être un peu plus lointain. Mais voilà, donc ça veut bien dire que la multicanalité entre online et physique chez eux a du sens et reste une motivation. Ensuite, peut-être deuxième point, c'est justement de bien mêler, c'est-à-dire que multicanalité c'est une chose, mais bien mêler dans l'achat, en tous les cas, donc le physique et le online, et il ne faut pas penser, et d'ailleurs je me souviens d'une étude qu'on avait faite avec des prospectivistes il y a un certain nombre d'années pour l'assurance, qui disait que les prospectivistes disaient mais c'est un nouveau modèle, mais il ne remplacera pas, il trouvera sa place, mais à un moment il va culminer. Et je pense que, et je l'espère aujourd'hui, c'est qu'on retrouvera un équilibre et un bon dosage dans la consommation du réseau physique qui
qui correspond à l'humain, à l'expérience magasin. Enfin, on parle beaucoup d'émotions, on parle de sensoriel, c'est très important et c'est important pour eux, ils nous le disent dans l'étude. Et de l'autre côté, le online qui peut être pratique, fonctionnel, avec un choix. Enfin, il y a des avantages des deux côtés et je pense qu'eux, ils ont envie d'avoir un monde qui offre les deux. Enfin, c'est la sensation que donne l'étude, en tous les cas. Ça me fait curieusement penser à quand la télévision est apparue, on s'est dit le cinéma est mort. Oui. Ce qui est plus vrai maintenant. Mais tout à fait, tout. puisque je lisais, on est sur le cinéma, on est à plus de 200 millions d'entrées et on bat des records. Et en même temps, on a Netflix avec des séries chez soi. Et les deux sont en train finalement d'être assez vertueux. Peut-être que Netflix redonne aussi envie d'aller au cinéma. Donc voilà, c'est vrai que les deux cohabitent. Donc on peut retenir ce phénomène de la multicanalité, oui, qui est finalement une valeur sûre et qui s'appliquera aussi aux millennials. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent aujourd'hui. Tout à fait. Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, à bientôt. À bientôt.